Rixt au Parlement en Ouganda. Les citoyens sont choqués. À la base, la suppression de la limite d'âge présidentielle. En région anglophone au Cameroun, l'inquiétude monte avant le 1er octobre. Des séparatistes appellent à l'indépendance de ces régions. Au Madagascar, les magistrats de nouveau en grève illimitée pour leur indépendance. Ils veulent se faire entendre par les autorités. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal que nous démarrons par des nouvelles du Burkina Faso dans la localité de Toeni, située à une dizaine de kilomètres de la frontière à l'ouest du pays. La brigade territoriale de gendarmerie a été la cible d'hommes armés. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi. Les assaillants qui n'ont pas été identifiés ont tenté de mettre le feu au poste de gendarmerie avant de s'enfuir vers la frontière malienne avec des motocyclettes appartenant aux gendarmes. Les assaillants sont en effet arrivés sur des motos et ont commencé par s'attaquer au domicile des gendarmes situé non loin de la brigade territoriale. Aucune victime ni blessé n'a été enregistrée dans les rangs des forces de sécurité burkinabais. Il faut bien noter que ce genre d'attaque se multiplie. Les opérations de sécurisation sont en cours pour éviter que la zone soit encore cible d'attaque. En Ouganda, les bagarres entre députés et forces de sécurité au Parlement ont choqué les Ougandais pendant que le Parlement prenait le premier pas vers la suppression de la limite d'âge présidentielle qui permettrait au dirigeant Yoweri Museveni, un dirigeant de longue date, de rester au pouvoir. Pour que cet amendement soit effectif, le projet de loi devra être débattu puis adopté à la majorité des 2/3 lors de 2 votes distincts espacés d'au moins 14 jours. Aucune date n'a été fixée. La motion devait déjà faire l'objet d'un vote mardi au Parlement, mais la séance était muée en pugilat entre députés du parti au pouvoir et de l'opposition lorsqu'un élu d'opposition a accusé un ministre de l'avoir menacé et d'avoir apporté un pistolet au Parlement. Le problème, c'est les bagarres. Les gens d'affaires ne se battent pas. Nous sommes un pays civilisé. Se battre est un signe de sous-développement. Nous devons donc régler les problèmes diplomatiquement. Pas de bagarre. La bagarre n'est pas le problème. Les bagarres n'apportent pas de solution. La chose qui m'a le plus surpris, c'est de voir des soldats à l'intérieur du Parlement. Je ne pense pas qu'ici soit leur place. Les gens savaient que cela allait se produire. Je parle de ces scènes de violence parce que les chefs d'opposition ont dit qu'ils se mobilisaient, qu'ils tenaient des réunions. La séance de mercredi a également donné lieu à des scènes de violence lorsque la présidente de l'Assemblée a annoncé la suspension de 25 députés pour les échauffourées de mardi. L'empoignade a principalement opposé les parlementaires suspendus aux forces de l'ordre qui leur intimaient l'ordre de quitter les lieux. Le vote sur la motion a finalement eu lieu mercredi soir après que les députés de l'opposition eurent quitté l'hémicycle en signe de protestation. La Constitution impose aux candidats au poste de président d'être âgés de 35 à 75 ans. Une modification de cette dernière permettrait à Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986 et âgé de 73 ans, de se présenter en 2021 pour un 6e mandat consécutif. En Angola, Isaias Samakuva, le président de l'UNITA, principal parti d'opposition, a annoncé mercredi qu'il quittait ses fonctions. Cette annonce intervient après sa défaite lors des élections générales du 23 août dernier. L'opposant a annoncé la tenue, à une date encore non précisée, d'un congrès extraordinaire de son parti pour désigner un nouveau président. Le président du principal parti d'opposition angolais, l'UNITA, a annoncé mercredi qu'il quittait ses fonctions après sa défaite lors des élections générales du 23 août dernier. Cette décision n'est que la confirmation d'une promesse, car l'opposant avait affirmé aux Angolais avant et pendant la campagne électorale qu'il abandonnera le poste de président de l'UNITA après le scrutin pour servir le parti à une autre fonction.
Aujourd'hui âgé de 71 ans, Isaias Samakouva a pris les rênes de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, en 2003, après la mort de son chef historique Jonas Savimbi, tué lors de combats avec l'armée angolaise. Isaias Samakouva a annoncé la tenue à une date non encore précisée d'un congrès extraordinaire de son parti pour désigner un nouveau président. L'UNITA est arrivée deuxième des élections d'août dernier en recueillant 26% des suffrages. Une élection largement remportée avec 61% des voix par le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola MPLA au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975. Grâce à cette victoire, l'ex-ministre de la Défense João Lourenço est devenu mardi le nouveau président de l'Angola. Jeudi à Mogadiscio, en Somalie, au moins 7 personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées. C'était dans un attentat à la voiture piégée près d'un marché. L'explosion a eu lieu le long d'une route très fréquentée dans un quartier où des attentats revendiqués par les insurgés islamistes Chebab ont déjà eu lieu par le passé. La plupart des victimes se trouvaient dans un minibus qui passait par là quand la voiture a explosé. Les Chebab affiliés à Al-Qaïda combattent depuis 2007 le gouvernement central somalien soutenu par la communauté internationale. Puis du côté du Cameroun, voyons voir ce qui se passe. Alors le nord-ouest et le sud-ouest anglophones retiennent leur souffle. Le mouvement de protestation sociopolitique qui y a cours depuis un an est entré depuis la semaine dernière dans une phase de plus en plus radicale. Des séparatistes y diffusent des messages appelant à l'indépendance de ces régions. Un vent de psychose a gagné toute cette partie du Cameroun. Plusieurs témoignages font état de mouvements de personnes anglophones et francophones confondus qui quitteraient déjà les villes de Bamenda, Buea ou Kuba pour la partie francophone du pays. Des violences sont redoutées, y compris par Yaoundé. Ces derniers jours, des renforts en forces de sécurité ont été déployés dans ces régions. Des hommes politiques de divers bords ne cessent d'appeler au calme et au dialogue. Le bureau de l'Assemblée nationale a, en plus, dans un communiqué, appelé à la retenue et au bon sens. À Buea, capitale de la région sud-ouest, de nombreux habitants sont inquiets à l'approche du 1er octobre, explique un étudiant qui souhaite rester anonyme. C'est plutôt calme en ce moment à Buea, sauf que de nombreuses familles, de nombreux étudiants et commerçants sont en train de quitter la région parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait se passer le 1er octobre. Ils ont peur des forces de sécurité parce que vendredi dernier, ces forces ont brutalisé des habitants. Mais ils ont aussi peur d'être contraints à manifester parce que ce même vendredi, ceux qui ne voulaient pas manifester ont été brutalisés par des activistes. Dans un des quartiers de la ville, certains habitants préparent des pierres, des arcs, des flèches, des bâtons, des moyens de combat rudimentaires pour faire face aux forces de sécurité le 1er octobre. Toute la ville est fortement militarisée. Policiers et gendarmes sont à tous les coins de rue et patrouillent dans toute la ville, affirme l'étudiant. En Afrique du Sud, une affaire de cannibalisme jette la stupeur dans la petite municipalité d'Escourt, située dans la province de KwaZulu-Natal. 7 suspects sont de nouveau apparus brièvement jeudi devant la justice. Ces hommes, dont certains présentés comme des guérisseurs traditionnels, auraient encouragé les membres de leur communauté à consommer comme eux de la chair humaine. Ils sont poursuivis pour meurtre et tentative de meurtre. L'affaire a plongé l'Afrique du Sud dans la stupeur et continue de traumatiser la petite ville d'Escourt et ses alentours. En effet, tout a commencé au milieu du mois d'août lorsqu'un homme se présente au commissariat de la bourgade où il déclare être fatigué de manger de la chair humaine. Pour preuve, il transportait dans son sac à main une main et une jambe en décomposition. Les jours suivants, la police arrête d'autres hommes, tous soupçonnés d'avoir consommé des organes et de la chair humaine et d'avoir incité des dizaines de personnes à en faire autant pour acquérir force et courage, selon eux. Le procès des 7 cannibales présumés a finalement été reporté au 12 octobre prochain.
Et un tour par le Madagascar à présent. Il faut dire que les magistrats et les greffiers ont entamé une grève illimitée mercredi. Les deux syndicats ont décidé de faire front commun pour se faire entendre par le ministère de la Justice. Depuis 4 mois, c'est la 3e fois qu'ils se mettent en grève pour réclamer plus d'indépendance. À Antananarivo, alors qu'un rassemblement était prévu devant le palais de justice, les syndicats ont finalement été reçus par le ministère de tutelle. Une rencontre qui s'est soldée par un échec. Les magistrats de Madagascar dénoncent notamment les pressions subies de la part du pouvoir ou encore l'ingérence de l'exécutif dans les décisions de justice. Certains expliquent recevoir des ordres de la part de leurs supérieurs pour les inciter à revoir leur jugement. Les greffiers qui ont rejoint le mouvement de protestation réclament une amélioration de leurs conditions de travail et une augmentation de salaire. Craignant une paralysie de l'appareil judiciaire, la ministre de la Justice, Elise Rassolo, a reçu les deux entités durant des heures. Une rencontre pendant laquelle la ministre a notamment demandé aux magistrats et aux greffiers de reprendre leur travail. Mais pour les deux syndicats, pas question de retourner dans les salles d'audience tant que leur ministère de tutelle n'aura pas apporté de solutions concrètes à leurs revendications. Le ministère de la Justice lui indique que les solutions aux revendications des magistrats et des greffiers sont en bonne voie. Une vingtaine de militants de Greenpeace ont déployé une banderole et gonflé un baril de pétrole face au siège de Total Brésil à Rio de Janeiro. Le but était de dénoncer les projets de forage pétrolier dans l'embouchure de l'Amazone. Selon l'ONG, une marée noire mettrait en danger le récif de corail découvert récemment à proximité. Thiago Almeida, représentant Greenpeace Brésil. Si nous faisons cette manifestation pacifique face au siège de Total Brésil, ici à Rio, c'est pour exiger une fois de plus que l'entreprise abandonne ses projets de forage pétrolier à l'embouchure de l'Amazone, à proximité des coraux d'Amazonie. C'est un biome unique, immaculé, qui a été découvert seulement récemment et qui est déjà menacé. En cas de fuite, l'entreprise elle-même a admis qu'il y avait 30% de chances qu'une marée noire atteigne les coraux. Or, l'impact du pétrole sur les coraux, d'autant plus dans une région où le pétrole peut se mélanger aux sédiments charriés par l'Amazone qui sont ensuite attirés vers les profondeurs, c'est une grande menace pour les coraux. L'Agence brésilienne de l'environnement a rejeté la dernière étude environnementale réalisée par l'entreprise et lui a donné une dernière chance. Si la prochaine étude environnementale ne satisfait pas l'IBAMA, elle la rejetterait une bonne fois pour toutes et refusera la licence d'exploration à l'entreprise. C'est ce que nous souhaitons et ce qui devrait être fait selon nous. Puis, crise sociale en Birmanie, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a de nouveau réclamé jeudi un arrêt des opérations militaires dans l'ouest du pays. Aussi a-t-il demandé un accès sans entrave pour un soutien humanitaire, notamment à la minorité Rohingya. Lors d'une allocution devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Guterres a également réclamé au gouvernement birman d'assurer le retour en sécurité volontaire, digne et durable dans leur région d'origine des réfugiés ayant fui au Bangladesh. Il soutient que la situation est devenue un cauchemar humanitaire et dans le domaine des droits de l'homme. Si rien n'est fait pour mettre un terme à cette violence systématique, elle risque de s'étendre dans le centre de l'État Rakhine où 250 000 musulmans supplémentaires pourraient être contraints à fuir. Le patron des Nations Unies a enfin donc indiqué qu'une conférence de donateurs se tiendrait le 9 octobre à l'initiative de l'ONU, sans préciser où. Il faut noter que l'exode des Rohingyas de Birmanie a franchi jeudi le cap symbolique du demi-million de réfugiés arrivés au Bangladesh depuis fin août. Et voilà qui vient fermer ce journal. Mesdames et messieurs, ravi de vous l'avoir présenté. Restez en compagnie de nos programmes. Agréable moment à vous. Au revoir.